La croissance des idées par rapport à l'espace était un prérequis. Les hommes vivant d'un côté de la planète devaient savoir ce que pensaient ceux qui étaient de l'autre côté. Tout ceci présupposait une manipulation spatiale. Les incitations religieuses ont toujours servi à stimuler la curiosité spatiale de l'homme. Un grand nombre d'espèces qui partagent votre monde portent en elles des capacités latentes qui se développent même maintenant. Les hommes et les animaux se rencontreront à nouveau sur la Terre avec l'ancienne compréhension, mais dans une situation nouvelle. Il y a des systèmes fermés et dans des ordres biologiques profonds, chaque espèce sait ce qu'une autre est en train de faire et quelle est sa place dans le schéma global que chacune a choisi. Vous êtes perçu d'une façon ou d'une autre par par toutes les habitants de la Terre que vous considérez peut-être comme étant en dessous de vous. Un homme probable est en train d'émerger maintenant, mais en relation avec son environnement naturel tout entier dans lequel la coopération est la force principale. Vous coopérez avec la nature que vous le réalisez ou non, car vous êtes une partie d'elle. Fin de la dictée. Une pause à 23h42. Accordez-nous un instant. C'est transmet maintenant un paragraphe de matériaux pour Jane et moi. Fin de la session. Et mes salutations les plus chaleureuses. Un cordial bonsoir. Merci Seth, bonne nuit, 23h44. Jane était vraiment bien partie. Session 681. 11. Lundi 25 mars 1974. Jane et moi sommes incapables de nous souvenir de ce dont il était question dans la session de jeudi dernier. Et je n'ai tapé à la machine qu'une seule page de mes notes. Comme avant la dernière session, ce soir, nous sommes prêts à 21h20. À 21h30, Jane dit qu'elle commence à s'imprégner du matériau de Seth va nous donner. 21h35, bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, dictez. Et pouvez-vous faire quelque chose pour ça? Seth indique la frange de Jane qui lui tombe presque sur les yeux. J'avais l'intention de la raccourcir. Oui. D'un ton amusé. À bon entendeur, salut. Votre société particulière a établi une telle division artificielle entre la connaissance intuitive et celle de l'intellect que vous accordez du crédit uniquement à ce qui est intellectuellement apparent. Malgré toutes leurs fautes et déviations désastreuses, les religions ont au moins maintenu vivante l'idée de monde invisible et valide, et celles ont permis d'affirmer des concepts qui sont littéralement connus des cellules. Point. L'esprit conscient s'est toujours rendu compte de la compréhension des... À 21h39, le téléphone
commence à sonner avec insistance. Je réponds pendant que Jane sort de transe. L'appel fait suite à un autre que Jane a reçu juste après le dîner. Et il concerne une urgence gouvernementale et est une personne ayant disparu. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus long ici, signalons simplement qu'il s'agit d'un cas complexe. Bien que Jane ne fasse pas habituellement ce genre de travail, vu le temps que cela exige et aussi du fait de ses propres attitudes émotionnelles, elle a toutefois donné quelques impressions lors du premier appel. On lui dit à présent que celles-ci se sont avérées. Au cours de ce nouvel échange, qui dure 3 quarts d'heure, elle fournit plus d'informations. Une fois raccrochée, elle me dit qu'il y aura sans doute un nouveau coup de fil vers minuit. Quand ils auront eu le temps de vérifier ces nouvelles impressions. En riant, Jane m'explique que si ces nouvelles données se révèlent ne pas être suffisamment bon, elle n'entendra probablement plus jamais parler d'eux. Mais à ce moment-là, nous ne réalisons pas ce qui va suivre. Je lui lis le matériau que Seth a donné jusqu'à présent ce soir. À 22h30, elle reprend la session comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Des cellules. Point. La réalité invisible qui est à l'intérieur de la cellule est ce qui lui donne sa structure. L'organisation remarquable du corps en ce qui concerne ses capacités d'apprentissage et d'adaptabilité ne sera jamais comprise tant que la compréhension précognitive des cellules ne sera pas prise en considération. Les cellules sont douées de précognition. Voir la session 684 avec sa note 2 dans la partie 1. Celle-ci, la capacité précognitive, guide la cellule à travers des dédales de probabilité, tout en lui permettant de retenir une connaissance de son plus grand accomplissement, l'idée d'elle-même, qui est toujours vivante à toute période de votre temps. À une autre échelle, chaque individu a de même une sorte de version idéalisée du moi. Et il en est ainsi pour chaque espèce. Et si je dis bien chaque espèce, et je ne fais pas simplement référence au genre humain, évidemment, ces versions idéalisées ne sont pas apparentes pour les sens physiques, mais ce sont pourtant de puissants centres d'énergie qui stimulent jusqu'à un certain degré les sens physiques en direction de l'activité. À ce degré-là, il y a en effet des dieux arbres, des dieux de la forêt, des dieux de l'être, connectés avec chaque personne. Les anges ont été représentés exactement de cette façon. Il fut un temps où il y avait aussi des espèces d'oiseaux d'une grande intelligence, et cela avant les périodes mentionnées antérieurement. L'époque à laquelle Seth fait référence ici s'attend d'il y a 30 à 50 millions d'années.
nous a-t-il dit dans la session 689 ce qui correspond à une partie de l'ère terrière. Combien de temps avant cette période-là les oiseaux intelligents ont-ils vécu? Je n'ai pas été assez rapide pour le lui demander. Je ne me souvenais pas suffisamment bien des détails de la session 689. Ces espèces n'étaient pas humanoïdes. Il ne s'agissait pas de personnes ayant des ailes, par exemple. C'était de grands oiseaux qui avaient la capacité de traiter des concepts. Ils étaient soucieux, capables de bien nager, une pause, et pouvaient vivre pendant quelque temps sur l'eau. Leur chant était d'une grande beauté et ils avaient un vocabulaire extrêmement étendu. Ils étaient dotés de cerfs, les yeux grands ouverts et sombres. Jane lève les mains, les doigts crochus comme s'ils étaient prêts à saisir ou à déchirer. Quand il habitait dans des cavernes. Je n'ai pas non plus été assez rapide pour demander à Seth si le matériau que Jane a ce soir n'était pas un peu en contradiction avec celui de la session 689, car dans cette dernière, il disait que l'homme animal et l'animal homme devaient exister au cours du terrière. Vraisemblablement, ces formes mutées sous-entendaient les débuts de l'homme. Au sens ordinaire du terme, pourtant, Seth parle maintenant d'humains habitant dans des grottes et coexistantes avec des grands oiseaux à une période antérieure. Jane a-t-elle déformé l'information dans l'une des deux sessions? Est-il possible que, au cours des rythmes complexes de l'histoire, l'homme ait pu être un humain, du moins à peu près tel que nous le connaissons, même avant l'ère terrière, puis qu'il se soit transformé selon un long cycle de forme animale, homme avait de redevenir un nouveau homme. Dans la session de ce soir, Jane s'est-elle par exemple branchée sur des données concernant une réalité parallèle ou probable? Nous avons trop à faire pour pouvoir déterminer ce qu'il en est à partir d'un matériau restreint. Quand il habitait dans des cavernes, l'homme voyait souvent ces oiseaux, en particulier dans les falaises au bord de l'eau. De nombreuses fois, ces oiseaux ont sauvé des enfants de la chute. Les hommes s'identifiaient à leur vol facial, remontant le long des falaises et ils suivaient le son de leur chant pour s'établir en lieu sûr. Ces souvenirs se sont transformés en images d'anges. Dans chaque cas, en ces termes-là, la plus grande coopération régnait à une échelle globale entre les espèces. L'élan antérieur vers le développement provenait cependant de la
compréhension innée des probabilités futures. Dans ce tableau-là, à tout moment, toutes les espèces vivantes étaient unies. Cela incluait les plantes et la faune. Ceux qui coopéraient survivaient, mais ils ne pensaient pas en termes de survie de leur propre espèce uniquement, mais en termes de temps, de la survie d'un tableau vivant plus vaste ou d'un monde inviolé dans lequel tout survivait. Il y a divers ordres d'existence, même à l'intérieur de votre propre système. Vous vous focalisez simplement sur l'ordre vers lequel vous vous êtes orienté. Il y a donc des esprits de toutes les choses naturelles, mais malheureusement, même quand vous envisagez cette possibilité, vous projetez sur elle vos propres idées religieuses de bien et de mal. Parfois, vous rejetez simplement ce genre de concept comme étant stupide, car ils paraissent intellectuellement scandaleux à de nombreuses personnes. Si vous entretenez vous-même ce genre d'idées, vous devez souvent personnifier ces esprits-là en projetant sur eux vos propres idées de ce qu'est une personne. Au lieu de cela, vous devriez penser à eux comme à des types ou ordres différents d'espèces qui sont en lien avec toutes les choses naturelles vivantes. Il est certain qu'ils ont une réalité au niveau de l'énergie et qu'ils aident à convertir celle-ci en termes physiques. Ils sont donc plus actifs que passifs. Vous voyez autour de vous des forces physiques et vous n'en pensez rien. Par exemple, vous sentez le vent et ses effets, mais vous ne pouvez pas le voir. Le vent lui-même est invisible. Ces autres forces sont elles aussi invisibles. En termes fondamentaux, elles ne sont ni meilleures ni pires que le vent. Je dis cela parce que vous imaginez d'habitude que si quelque chose est bon, il doit y avoir une force contraire qui est mauvaise. Ce n'est pas le cas. En termes plus vastes, ces forces sont bonnes. Elles sont protectrices. Elles nourrissent toutes choses vivantes. Elles ont été l'impulsion pour ce que vous considérez comme l'évolution. Elles sont biologiques dans le sens où, dans une certaine mesure, elles se composent d'une connaissance cellulaire de masse, fondamentalement libre par rapport au temps, mais dirigeant une activité physique dans l'atome et par là même maintenant un équilibre physique. Encore une fois, il y a une grande coopération entre ces forces. De la même manière, un arbre dans une forêt connaît l'environnement tout entier et sa relation avec lui. Son état d'arbre peut fusionner avec l'état de terre, par exemple. 23h02. Le téléphone sonne à nouveau. Bien qu'un peu en avance, c'est celui que nous attendions.
Pendant que Jane sort une nouvelle fois de transe, le correspondant me dit qu'il est impressionné par les capacités de Jane et d'autres moins extrêmement surpris. Quand Jane prend le relais, on l'informe que jusqu'à présent, quasiment toutes les données qu'elle a fournies et qui ont pu être vérifiées se sont révélées exactes. Encouragée, elle donne maintenant des impressions complémentaires. Celles-ci sont plus spécifiques et personnelles. Elle termine à 23h38. Je suggère que nous mettions fin à la session, mais elle décide de rester encore un peu assise pour voir ce qui se passe. Et 1 minute plus tard, maintenant, un peu plus de dictée. Une pause. Quand vous êtes des gens, vous personnifiez ce que vous percevez. Vous le gentrifiez. Vous imaginez que de tels esprits sont des petites personnes dotées de votre propre type de caractéristiques. Au lieu de cela, ce sont simplement des espèces de conscience entièrement différentes de la vôtre et qui ne sont pas perçues physiquement dans la plupart des cas. Elles sont connectées à la flore et la faune et aussi à vous-même. Ce sont les dieux terrestres que Rubur imaginait quand il était une jeune personne. Chacun de vous a son propre dieu terrestre. Le terme n'est peut-être pas le plus adéquat, mais il est censé exprimer cette partie de vous-même qui est encore pour le moment inexprimée en vos termes, la version terrestre idéalisée de vous-même que vous êtes en train de devenir. Cette version terrestre idéalisée n'est pas du tout censée signifier un moi parfait dans le chair. Elle représente plutôt une réalité physique dans laquelle vos propres attitudes s'épanouissent le plus possible en lieu avec votre environnement terrestre dans le temps et le lieu que vous avez déjà choisi. La partie Dieu terrestre de vous-même tente de vous diriger à travers les probabilités. À nouveau, à des niveaux biologiques profonds, en dessous de la conscience normale et à des niveaux physiques au-dessus de la conscience normale. Vous vous rendez compte de l'intégrité de votre être, mais aussi de votre grande connexion tant que vous vivez dans la chair, avec l'environnement naturel du temps et de l'espace. Le concept de Dieu terrestre peut être utilisé consciemment, mais pour votre plus grand bienfait, uniquement si vous comprenez le but de votre esprit conscient et sa relation avec votre nature biologique. Votre esprit conscient vous dit où vous êtes dans le temps et l'espace et dirige votre activité dans un monde d'action humaine. Ce monde a son propre type de riche complexité qui est aussi inconnu pour les animaux que les
pour vous leur réalisation pointue. Comme vous avez un esprit conscient, d'autres parties de votre être s'appuient sur lui pour qu'il leur donne une représentation adéquate de votre situation et les ordres conscients pour agir. Ces ordres sont ensuite exécutés. Pour faire cela, vous devez utiliser cet esprit de façon aussi complète que possible. La représentation que vous donnez à vos cellules de la réalité dans le temps et espace doit être précise, car elles doivent agir sur une base de minute par minute, seconde par seconde, microseconde par microseconde, même si leur propre orientation n'est pas coutumière de votre concept de temps. Fin de la dictée. D'une voix chaleureuse. Une courte pause, puis quelques remarques, si vous le souhaitez. D'accord. Minuit 18. La transe de Jane a été excellente. Son élocution forte et assurée. Et comme nous décidons que nous les souhaitons, cette revient pendant un quart d'heure avec plus de 2 pages de matériau pour Jane et moi. La session se termine finalement à minuit 50. Session 692. Mercredi 24 avril 1974. Pour un résumé du travail médiumnique que a fait Jane en lien avec ce que nous avons fini par appeler l'affaire de la personne disparue, voir l'appendice 10, Jane a pris connaissance de cette affaire le soir de la session 691. J'ai ajouté au matériau de l'appendice quelques extraits de ce qu'ont dit Jane et Seth. Le mercredi 27 mars, nous avons reçu de l'éditeur les épreuves du 2e livre de Seth, La nature de la réalité personnelle. Un livre de Seth. Il n'y a pas eu de session ce soir-là. En fait, la correction des épreuves scrutées mot par mot, plus de 500 pages imprimées. Vérifier et revérifier les notes, l'orthographe, la ponctuation, etc. Nous a maintenus si occupés que nous avons suspendu les sessions pendant 26 jours. Normalement, Seth aurait utilisé ces 8 sessions déprogrammées pour transmettre son travail sur la réalité inconnue. Nous n'aimons pas interrompre ainsi nos rythmes créatifs, même si dans le même temps, Jane a continué, comme d'habitude, ses cours de perception extrasensorielle en tant que Seth et en sous-marin. Nous disions que Seth était parfaitement capable de reprendre le travail de ce livre dès que nous serions prêts à le faire. Que le laps de temps soit d'une semaine ou de 6 mois. Cela a bien sûr été le cas et une fois de plus, Seth s'est servi d'un événement frais comme base pour la dictée de ce soir. L'un de mes rêves survenus au cours de la 3e nuit ayant
suivi la dernière dictée. Le vendredi 29 mars matin, j'ai dit à Jane qu'à un certain moment de la nuit, je m'étais réveillée en sachant avec certitude que je venais d'avoir 2 rêves en même temps. J'avais gardé un souvenir conscient de l'un d'entre eux pendant un instant avant qu'il ne s'évanouisse irrévocablement. Ni Jane ni moi ne nous rappelions avoir entendu parler de ce que j'appelle un double rêve ou en avoir fait l'expérience. J'avais rendu compte par écrit de ce phénomène tout en me demandant si je n'avais pas simplement déformé un rêve parfaitement ordinaire, tout en sachant que ce n'était pas le cas. J'avais donc décidé de demander à Seth de parler de ces 2 rêves quand nous reprendrions les sessions. Puis je l'avais oublié jusqu'à ce que je retombe la semaine dernière sur la première ébauche des notes relatives à la présente session. Quand Seth parle de mes rêves dans cette session, il apparaît que depuis sa perspective, il est capable d'être plus précis que moi quant à la façon de les désigner. Avant de terminer ces notes, j'ai demandé à quelques personnes si elles avaient entendu parler de double rêve ou en avaient déjà fait l'expérience. La première à laquelle j'ai posé la question est notre ami Sue Watkin, qui suit le cours de perception extrasensorielle pratiquement depuis le début en 1967. J'ai été passablement surpris quand elle m'a dit qu'elle avait eu plusieurs fois le plaisir de le vivre. Jane et moi connaissons Sue depuis 1965, pourtant aussi loin que nous pouvons nous souvenir. Et pour quelque raison que ce soit, le sujet du double rêve n'avait jamais été abordé entre nous. Non seulement Sue a fait cette expérience plus d'une fois, mais elle dit qu'elle peut se rappeler de parties des rêves simultanés qu'elle a eues, chose que je suis loin de pouvoir revendiquer. J'ai été encore plus troublée lorsque, en riant, elle a décrit les doubles rêves d'un autre membre de la classe, puisque à l'évidence, l'individu en question avait lui aussi vécu dans ses rêves certaines aventures dont Jane et moi n'avions pas connaissance. J'ai fini par penser que ma petite expérience se résumait finalement à peu de choses, mais elle nous avait quand même permis, à Jane et à moi, de nous rendre compte d'une autre facette de la vie onirique. Se reporter à la note 2 pour d'autres informations que j'ai pu ressembler sur les doubles rêves, ainsi que pour un extrait de la description que Sue a écrite à ma demande concernant l'un de ses propres multiples rêves. Une note ajoutée un mois plus tard. Je continue d'être surpris par le phénomène du double rêve, car je connais maintenant 9 personnes, dont Sue Watkin et moi, ayant fait l'expérience de la même chose ou de variantes de même ordre. Si parmi elles suivent le cours de perception extrasensorielle, une autre est une amie personnelle de Jane et moi. Quant
deux dernières, nous ne les connaissons pas, nous en avons entendu parler, mais ne les avons jamais rencontrés. Ils sont tous deux écrivains de profession et leur expérience de double rêve nous a été rapportée par Tam Mossman, l'éditeur de Jane. Il me semble qu'un chercheur pourrait déjà recueillir sans trop de difficultés assez de matériaux sur les doubles rêves pour en faire une étude des plus intéressantes. Les variations mentionnées plus haut sont intrigantes et vont du simple compte-rendu de deux rêves se chevauchant. Le second rêve de débutant au milieu de première et se poursuivant au-delà de la fin de celui-ci. Au cas de la personne m'expliquant, je savais que je faisais deux rêves en même temps, mais je me souviens de pratiquement comme s'il n'y en avait qu'une. Quand Suvatkin est doué aussi bien sur le plan physique que comme écrivain. Voir le matériau qu'elle a écrit pour la session 594 dans l'appendice de cette parle. Elle est aussi citée au chapitre 5 de Aventure. Dans les notes situées au début de cette session, j'ai mentionné une expérience de rêve multiple qu'elle a vécue et j'ai promis de présenter ici un extrait de la description qu'elle en a faite, plutôt qu'un matériau sur les rêves eux-mêmes. J'ai choisi les premiers paragraphes dans lesquels dans les grandes lignes du contexte subjectif de cet événement. Dans mon rêve, je suis assise dans mon salon avec un ami, Stéphane. Quand soudain, une connaissance de moi-même, des connexions entre des événements, des symboles, la logique et l'étouffe interne de ma vie et de mon expérience deviennent d'une clarté cristalline. Tout cela commence à s'amplier de manière étrange comme une cellule sur une autre, ou des wagons de marchandises se percutant les uns les autres juste à l'extérieur de ma conscience. C'est comme si le moi de mon rêve ne pouvait pas tout gérer à la fois et que les choses s'amoncelaient. Je me lève et me dirige vers la cuisine. Que se passe-t-il? Demande Stéphane. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis sur le point d'exploser. Je n'ai pas le temps d'expliquer davantage. Pendant que je pénètre dans la cuisine, la tête du moi de mon rêve s'emplit de scènes très nettes, comme d'autres rêves, des interprétations de chaque cellule de cette nouvelle conscience. Je projette tout cela à l'extérieur autour de moi, dans littéralement des centaines de scènes brillantes, expressions, je le sais, de probabilités d'événements passés et futurs, d'événements annexes que je ne peux même pas comprendre. Tout se passe en même temps, avec une compréhension parfaite de cela par le moi ancre de mon rêve.
Je sens que alors que tout ceci sort de ce moi encre, les moi dans ces rêves-là sont tout aussi focalisés. Chacun d'eux étant des moi de rêve existant dans leur univers avec leur propre connexion, s'étendant vers l'extérieur, exactement comme le fait le mien. Je deviens littéralement l'expérience d'être moi-même contenue dans tous ces moi, tandis que moi-même, je les contiens. Pour au moins l'un d'entre eux, la connaissance de cet événement tout entier vient à sa conscience comme l'un de ses propres rêves dont il se souvient à moitié. Et l'expérience consistant à se souvenir et à être ce dont on se souvient est comme une électricité liquide en moi, le moi encre. À mon réveil, je ne me souviens clairement que de 3 de ces rêves. Pourtant, le sentiment de contenir simultanément des expériences de cette façon demeure en moi. Un des 2 écrivains dont j'ai parlé au début de cette note s'appelle Lee R. Jandé. En 1971, Tam Mossman a publié son autobiographie intitulée Strange Experience. Dans le chapitre 9 de ce livre, Lee décrit une expérience de double rêve qu'il a eue et qui comporte également de forts aspects de précognition. Voici la version condensée de l'événement tel qu'il l'a envoyé à Tam après que j'ai demandé à ce dernier s'il connaissait quelqu'un se souvenant d'avoir eu ce genre de rêve. Et pour ce qui est des doubles rêves, oui, il m'arrive parfois d'en faire 2 en même temps. Si vous vous rapportez à la page 144 de Strange Experience, vous trouverez mon récit de 2 rêves simultanés. Dans l'un d'entre eux, je suis dans un train en convoi militaire au cours de la Seconde Guerre mondiale, se dirigeant vers Karachi en Inde. Dans l'autre, je suis endormie dans le baraquement froid d'une caserne. J'ai écrit dans le livre que j'étais conscient de chaque mouvement, de chaque son et odeur dans le train, et pourtant conscient que j'étais dans un baraquement très froid. Je me rendais également compte que le terrain et le baraquement étaient tous 2 des rêves et que mon corps se trouvait dans une tente très froide à Leesburg en Floride. Puis plus tard, alors que dans un de mes rêves, je descendais du train puis remontais pour me chercher, dans l'autre rêve, je me levais, je jetais du charbon dans le poêle et étendais ma capote au-dessus de couverture sur la couchette du baraquement. Et je me suis réveillée dans la tente. J'ai donc eu ces doubles rêves et celui de Karachi était un vrai rêve. Les hommes au bord du train étaient des hommes de l'air corps que je connaissais dans ma vie normale et ils ont été envoyés là-bas moins d'un mois plus tard. C'est le moment pour moi de mentionner une de ces heureuses analogies
qu'à l'occasion je suis capable de faire. Même si dans le cas présent, il m'a fallu plusieurs mois après avoir fait mon propre petit double rêve pour arriver à cette association tout à fait évidente. Car dans notre réalité, les rêves doubles ou multiples offrent au minimum une pâle vision de nombreuses voies dont, selon cette, notre entité ou moi complet fait l'expérience simultanément. J'ai écrit dans les notes préliminaires que, d'après moi, la vitesse à laquelle Jane produit le matériau de Seth était une approche ou une traduction physique fiable de l'idée de Seth, selon laquelle fondamentalement tout existe en même temps, qu'il n'y a pas réellement de temps. J'ajouterai ici que le phénomène du double rêve peut être une autre façon d'approcher l'idée de la simultanéité du temps ou des vies, éléments à propos desquels, en tant que créatures physiques, nous avons toujours tellement de questions. Faire deux rêves en même temps m'a amené à mettre par écrit une seconde question pour Seth. Je voudrais qu'il aille plus loin dans ce qu'il a déclaré dans la session 690 à 23h29. De plus amples développements au sein de vos concepts conduiront à une activation plus grande dans des parties du cerveau qui sont pour l'instant pratiquement inutilisées, et celles-ci déclencheront à leur tour des expansions à la fois en termes physiques et biologiques. Je me demande quelle connexion, s'il y en a une, peut bien exister entre la capacité d'avoir ou de souvenir de plus d'un rêve en même temps et des parties du cerveau qui sont actuellement pratiquement inutilisées. Je lis mes deux questions à Jane pendant que nous attendons le début de la session. Elle les écoute attentivement, puis me dit qu'il y a là quelque chose sur les rêves, signifiant par là que Seth est dans les environs, qu'il se rend compte de notre conversation et qu'il va probablement la commenter. En fait, Jane s'est beaucoup détendue depuis le dîner, à un point tel qu'elle a envisagé de sauter la session. Elle a finalement changé d'avis, vu que nous n'avons pas eu de session depuis si longtemps. Nous attendons. Jane sirote un peu de vin. Ensuite, elle enlève ses lunettes et elle est en transe. 22h03. Bonsoir. Bonsoir, Seth. Maintenant, vos rêves pour commencer. L'entité se rend compte des expériences de toutes ces personnalités. Accordez-nous un instant. Pour entité, votre conscience pourrait être comparée à un courant de conscience, en vos termes. La partie plus vaste de votre identité se rend donc complètement compte de tout votre matériau vivant, conscient et inconscient. Elle se rend également compte du même type de données de la part de toutes les parties qui sont les siennes et les vôtres.
Comme vous identifiez votre expérience à la ligne habituelle de conscience qui vous est familière, vous êtes rarement capable d'y faire entrer tout matériau dans notre moi et de le garder tout en conservant votre propre sens d'identité. Ce type de matériau peut par moments s'infiltrer ou s'introduire dans votre pensée, où il se mélange et n'est pas reconnu. Dans ce cas-là, il adopte la coloration de vos propres schémas de pensée. Il s'ajoute à l'atmosphère globale de votre être, sans une compréhension ou un entraînement, vous devriez perdre votre propre conscience afin de percevoir la conscience autre. Il y a ici une corrélation avec quelque chose que Rubur a dit dans son dernier cours de perception extrasensorielle hier soir. Il a dit que l'écriture peut être d'abord une méthode pour se mettre un peu à l'écart de la vie, afin de capturer la vie et de préserver le caractère unique et indicible d'un jour donné. Mais a-t-il ajouté, vous pouvez ensuite découvrir que l'écriture elle-même devient l'expérience du jour. Vous êtes alors perdu dans l'écriture tout autant que vous craignez de l'être dans la vie normale, sans aucun moyen de prendre du recul et de voir l'expérience. J'ajouterai maintenant ceci à ces remarques. Vous auriez alors besoin de la création d'un autre moi qui se tiendrait à côté du moi qui écrit, afin de préserver l'intention d'origine. Maintenant, de la même façon, il vous serait impossible, d'un point de vue pratique, de faire l'expérience de ce genre de conscience autre avec un trait d'union, à moins d'avoir appris à vous tenir un peu à l'écart, comme l'écrivain dans la remarque de Rubur. Point. Mais même si vous le faisiez, l'expérience même de la conscience autre supplanterait votre espace vivant. Vous auriez besoin d'un autre moi capable de maintenir les deux lignes de conscience en même temps, sans se perdre ni dans l'une ni dans l'autre, tout en gardant un pied dans chacune d'elles. Ce serait dans la vie normale un accomplissement très difficile en mode continu. Maintenant, dans l'état de rêve, votre focalisation spécialisée n'a pas besoin d'être aussi précise ou orientée dans le temps qu'à l'état de veille. 22h20. Dans votre cas, vous avez réalisé un excellent accomplissement. Vous vous êtes rendu compte des rêves simultanés, chacun étant vécu dans des réalités alternatives. Vous ne pouviez pas à ce stade vous souvenir des deux rêves, car l'équipement du cerveau physique ne pouvait gérer les données simultanées.
Ceci fait référence aux parties non utilisées de l'esprit dont il a été fait mention dans ce livre. Se référer à ma deuxième question dans les notes situées au début de cette session et à la note 2 de la session 687. À certains niveaux, le cerveau peut gérer un matériau simultané, bien sûr, même si vous pouvez n'en être que superficiellement conscient. Le corps se rend compte d'une multitude de stimuli simultanés qui vous échappent au niveau conscient et il est capable d'agir en fonction de ces informations. Cela inclut toutes sortes de données sensorielles qui ne sont pas consciemment pertinentes, avec insistance. À cause du type particulier d'orientation de l'ego dont a décidé l'espèce, de nombreuses probabilités de développement en air à l'espèce sont cependant restées latentes. De manière inhérente, le cerveau physique est capable d'avoir affaire à bien plus qu'une seule ligne principale de conscience. Notons que cela ne signifie pas le développement qu'une double personnalité. Cela signifie l'expansion accrue du concept d'identité. Vous ne seriez pas seulement conscient du vous que vous avez toujours connu, comme c'est le cas actuellement, mais un sens plus profond d'identité apparaîtrait également. Cette identité-là contiendrait le vous que vous avez toujours connu et ne le menacerait en aucun cas. Le nouveau vous serait simplement plus que ce que vous êtes à présent. Vous auriez simplement une autre expansion de conscience, un autre moi conscient d'être. De la même manière que, en reprenant notre analogie, l'écrivain qui est conscient du moi qui vit en ces termes-là est le moi qui vit tout en étant dans une position un peu à part, capable de commenter la vie qui est vécue. Maintenant, de manière infime, certes, cette analogie suggère le type d'événements plus profonds qui se produisent lorsque des moi naissent, d'autres moi pour opérer à divers niveaux d'activité. Dans le cas d'entité, chacun de ces moi demeure entièrement dans la dimension ou le système de réalité qui lui est propre. S'adressant à moi, vous êtes de façon rudimentaire en train de commencer à ouvrir ces zones inutilisées du cerveau. Sinon, vous ne vous seriez même pas rendu compte d'avoir fait ces deux rêves simultanés. Le langage et vos schémas de pensée verbaux rendent cependant de telles traductions très difficiles, même dans les circonstances les meilleures. Un individu multilingue à cet égard du moi
pourrez avoir une certaine idée de la façon dont les concepts sont structurés par un schéma verbal et de ce fait disposer d'un peu plus de la liberté dans ces traductions-là, en admettant bien sûr qu'il ou elle soit tout d'abord conscient des possibilités. Maintenant, l'un des expériences était un rêve qui était vôtre en termes usuels. L'autre rêve simultané était au contraire votre interprétation confuse d'une réalité vitale dont faisait l'expérience une autre partie de vous-même, dans une réalité entièrement autre, une infiltration dimensionnelle. Maintenant que vous avez conscience d'une telle expérience, vous en aurez très probablement d'autres dans votre état de rêve. Maintenant, faites une pause ou terminez la session si vous préférez. Allons, faisons une pause.